Ok, bonsoir à tous. Désolée du petit retard pour le commencement et bienvenue à notre table ronde sur l'accessibilité pour toutes et tous à une alimentation durable qui est organisée par Alternativa ANV Rhône. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Alternativa ANV Rhône, c'est un collectif citoyen qui lutte pour la justice climatique et sociale. Quand on se présente, on dit souvent qu'on marche sur deux jambes, celle des alternatives et celle de la résistance. Pour la résistance, vous aurez peut-être entendu parler de nous par le biais de nos actions non violentes. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des décrochages de portraits de Macron pour dénoncer son inaction face au réchauffement climatique, ou des blocages d'entrepôts Amazon, ou encore des actions de recouvrement publicitaire. Pour ce qui concerne les alternatives, on les promeut par différents biais, par exemple en proposant une AMAP régulièrement, en organisant le village des alternatives, mais aussi par des événements de programmation où on peut parler des alternatives comme ce soir et comme ça a déjà été le cas d'autres fois. Et on promeut aussi les alternatives dans notre lieu, qui est l'Alternative Bar ou Maison des Alternatives à Lyon, qui est ouvert depuis 2016 et géré quasi exclusivement par des bénévoles. Et c'est un lieu où on fait aussi vivre les alternatives. Malheureusement, actuellement, toute la partie bar ne peut pas fonctionner, n'est pas ouverte à cause des restrictions sanitaires. Mais on continue de faire vivre le lieu comme on le peut, par exemple en organisant des friperies le week-end. Et on continue aussi à proposer de la programmation en ligne, à défaut de pouvoir la faire en physique au bar, par le cycle de programmation Faut qu'on s'évade, qui a commencé pendant le confinement, et dont la soirée fait partie. Et donc, pendant la soirée, vous pourrez interagir avec nous et nous poser des questions si vous voulez, en posant les questions en commentaire du live. On nous les fera revenir et on posera les questions aux intervenants directement à la fin de la soirée. Et si vous voulez soutenir Alternativa, vous pouvez aussi le faire en nous faisant un don par Hello Asso en allant sur le lien qui se trouve sur l'événement de ce soir. Voilà. Donc, pour commencer la soirée, je vais laisser les intervenants se présenter. Et donc, je propose à Sylvain de l'après-midi de commencer pour Lucie prendre la parole après. À vous. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà de nous inviter à cet événement. Ça nous touche beaucoup de pouvoir créer du lien partout où c'est possible. Et donc, Sylvain, étudiant à la base et actuellement bénévole au sein de la plateforme d'entraide, l'Après-M, et qui essaye d'aider partout où c'est possible. Et bonjour à tous, moi c'est Lucie, jeune diplômée marseillaise et aussi bénévole depuis décembre dernier à la plateforme d'entraide de l'après-midi dans les quartiers nord de Marseille. Et merci encore pour cette invitation et ravie d'être là. Et du coup, Virginie, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir, moi c'est Virginie, je suis paysanne maraîchère dans le Cantal et militante à la Confédération paysanne, donc je présente aussi l'organisation. En fait, la Confédération paysanne, c'est un syndicat professionnel qui défend l'agriculture paysanne et ses travailleurs. Et en fait, l'agriculture paysanne, je décrirai sans doute au fur et à mesure de mes interventions en quoi ça consiste. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vrai projet de société autour d'une agriculture paysanne, avec donc des paysannes et des paysans nombreux pour produire une alimentation de qualité et accessible à tous. Merci pour vos présentations. Donc, pour commencer cette soirée, je vais vous poser, je vais me tourner plutôt vers vous de l'après-midi pour que vous puissiez un peu nous présenter le projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'après-midi et à qui ça s'adresse, qui est-ce que ça touche? Je vous laisse choisir l'un de vous qui puisse nous expliquer. L'après-M, on va essayer de résumer ça assez rapidement. L'après-m, c'est un arbre qui porte de l'espoir, dont les racines se trouvent dans la lutte. C'est un ancien restaurant McDonald's, situé dans les quartiers nord de Marseille, dans le quartier de Saint-Barthélemy, ouvert en 1992, qui n'a jamais été un restaurant comme les autres. C'était le restaurant qui avait les meilleures conditions de travail de toutes les chaînes de fast-food de France, et ce, par une lutte syndicale qui s'est allée sur des années.
Pour un ordre d'idée, les salariés ont négocié le 13e mois, la revalorisation des horaires de nuit, des contrats adaptés pour les étudiants, la prise en charge de la mutuelle à 85% par l'employeur, et ont commencé à diffuser un nouveau modèle social pour les salariés des chaînes de fast-food McDonald's. Cette lutte, elle s'est faite pour l'amélioration des conditions de travail dans un premier temps, puis pour la conservation de l'emploi, lorsque la chaîne de restauration a bien évidemment essayé de couper l'herbe sous le pied de ces personnes qui s'organisaient pour vivre de leur travail de manière plus décente. Le restaurant a été placé en liquidation judiciaire fin 2019, au moment où commençait à arriver petit à petit, de décembre 2019 à janvier 2020, une chose qui nous accompagne depuis lors, le Covid-19. Alors, dans ce secteur particulier que sont les quartiers nord de Marseille, la crise sanitaire s'est doublée d'une crise sociale. Ici, on avait des gens qui nous disaient « j'ai pas peur de mourir du Covid, j'ai peur de mourir de faim ». Alors ici, dans cet ancien restaurant McDonald's, on pouvait pas entendre ça. On a décidé de s'organiser à la base avec 2-3 personnes, quelques associations présentes, des bénévoles qui se sont organisés pour réquisitionner leur lieu de travail, pour réquisitionner l'ancien restaurant McDonald's et y implanter une plateforme d'entraide alimentaire qui continue d'œuvrer depuis le premier confinement, qui a distribué à ce jour plus de 90 000 colis alimentaires destinés à des familles qui en avaient besoin et qui aujourd'hui diversifie ses activités et va de l'alimentation gratuite à la maraude de plats chauds distribués gratuitement, au magasin gratuit mis en place sur un modèle équivalent à la fripe, mais gratuite, qui propose aussi des ateliers pédagogiques, des formations, de la végétalisation urbaine et beaucoup d'autres activités qui s'implantent dans un lieu très symbolique, qui est la place du village depuis le jour où le restaurant était en activité et qui aujourd'hui étend ses activités pour devenir réellement un lieu où l'espoir peut se construire et où de belles choses se créent tous les jours. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du symbole que c'est? Enfin, on voit que c'est un vrai symbole que ce soit quelque chose d'entraide comme ça alimentaire qui se crée dans un ancien McDonald's. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est ultra symbolique pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que des salariés, des personnes se sont organisés pour récupérer leur outil de travail et le détourner de sa fonction initiale. À l'époque, on sortait par les fenêtres du drive des burgers qui dégueulassaient la planète, mais aussi l'humain, en partageant un modèle social qui était pas bien. Et aujourd'hui, à travers ce même drive, on distribue de la nourriture gratuitement aux personnes qui en ont besoin. C'est un détournement. Et c'est aussi une manière de dire que lorsque McDonald's s'est implanté ici, ils sont venus avec un rêve, celui de dynamiser l'emploi, de redonner de l'activité dans un secteur qui a été délaissé pendant très longtemps. Bien aujourd'hui, le symbole, c'est de dire qu'on va ensemble construire un projet qui vise à reprendre ce rêve-là et à le faire nous-mêmes. Nous allons nous-mêmes redynamiser à la base, avec l'aide des personnes et des associations solidaires, sur un symbole d'un ancien restaurant McDonald's encore fumant dans ses ruines qui montrait un modèle qui était mauvais. Aujourd'hui se développe une alternative crédible et surtout une alternative concrète. C'est symbolique parce que c'est quelque chose qu'on a combattu pendant des années, cette manière d'exploiter l'humain et la nature. Et bien aujourd'hui on combat non plus contre, mais pour faire émerger quelque chose de meilleur dans ce terreau fertile. Super. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit dans les exemples que tu cites que, en fait, vous avez pris un produit du capitalisme pur et dur qui est McDo pour le détourner et en faire quelque chose qui promeut l'entraide alimentaire et qui en plus subvient à un besoin primaire en fait, naturel et qui remet l'alimentation au centre comme un bien commun auquel tout le monde a droit au même titre. Donc c'est vraiment super. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du public visé? Tu dis que ça se situe dans les quartiers nord de Marseille, c'est ça? Je me trompe pas, donc plutôt quartier populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que l'esprit du lieu, c'est d'aider les plus précaires, en fait, ceux qui en ont le plus besoin. Donc le premier, il y avait tout un plan d'action qui a été fait sur les sans-abri, les SDF. Il y a eu des constructions d'abris et les maraudes aussi qui leur sont destinées, le magasin gratuit aussi, lutter contre la faim et en même temps lutter contre le froid. Et puis après, c'est les plus précaires, les personnes qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois et qui, malgré un travail, sont en situation de précarité et de détresse alimentaire et sociale aussi. Donc après, c'est aussi les maraudes se font dans le centre-ville, mais
Ouais, non, c'est globalement pour les plus précaires et les personnes en besoin. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de s'ancrer dans le quartier, de faire part et pour les habitants. C'est assez important aussi pour le lieu. Ok, merci d'avoir répondu. C'est important, je pense que vous parliez du fait justement que ce soit ancré dans le quartier et que c'est aussi une réappropriation du lieu. Tu disais une récupération de l'outil de travail, c'est important, une réappropriation du lieu dans lequel on vit. Moi, ça me fait penser à une chose dont on a déjà parlé chez Alternativa, c'est l'écologie populaire, c'est-à-dire l'écologie au sens large, se réapproprier l'environnement, le lieu dans lequel on vit, mais pour tout le monde, pour toutes les personnes qui y vivent. Et on parlera un petit peu plus tard de la manière dont vous approvisionnez, d'où viennent les aliments que vous utilisez. Mais d'abord, je voulais me tourner de nouveau vers toi, Virginie. Et je voulais te poser la question, pourquoi tu as fait ce choix d'une agriculture paysanne ? Oui, alors j'espère que vous m'entendez parce que j'ai mon ordinateur qui parfois commence à faire beaucoup de bruit. Vous me ferez un signe si c'est pas audible, mais là ça va. Oui, alors en fait, je peux expliquer un petit peu. C'est dans le cadre de mon parcours que, en fait, moi j'étais pas paysanne au début de mon activité professionnelle et donc en fait, j'ai travaillé plutôt dans la cancérologie et c'est un petit peu en rejet en fait du monde de la maladie ou en fait du business qu'on peut faire autour de la maladie. Puis par dépit par rapport au fait de voir tant de cas de cancer se développer, que moi qui étais issue du milieu rural, j'ai eu envie aussi de franchir un peu le pas vers l'agriculture. Mais c'est au fil de mon parcours que je me suis rendu compte surtout que quand on est dans la société, en tout cas voilà, là où j'ai évolué en France, on se sent un petit peu... Enfin, on ne se sent pas très concerné par les choix politiques qui concernent les productions agricoles, voire les politiques alimentaires. Et au fur et à mesure de ce parcours, donc, j'ai pris conscience en devenant paysanne que lorsqu'on produit, on peut se poser au départ plein de questions sur comment produire et puis pour qui on produit. Donc ça, on en reviendra là tout à l'heure. Mais c'est surtout, on commence à comprendre quel est le système dans lequel on s'inscrit. Et donc, si on trouve un réseau et une force pour pouvoir faire des choix et puis les tenir dans la conduite de sa ferme et puis dans ses choix de production et puis de commercialisation, etc., on peut faire le choix d'une agriculture paysanne. Et donc, moi, ça a été ça parce qu'en fait, c'est un projet de société. Donc, au départ, je vous l'ai dit, hein, c'est ce que revendique la Confédération paysanne, qui est donc un syndicat qui milite, qui revendique être un outil de transformation sociale depuis déjà plus de 35 ans et qui est né en fait de l'esprit critique et le besoin de se reposer des questions sur vers quoi se dirigent les paysans et la société. Donc ça, c'était déjà dans les années 80 par un certain nombre de paysannes et paysans qui ont voulu travailler avec des chercheurs pour se reposer des questions, vu qu'il y avait une forte accélération en fait de l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, ce travail de réflexion et de recherche a mené à un cadre un peu de choix qu'on peut faire stratégiquement donc, pour la société. Ce sont des choix politiques de questions agricoles et alimentaires. Et en fait, donc, ce qui définit l'agriculture paysanne, en fait, donc l'objectif, c'est vraiment un projet de société où sont prédominants en fait la solidarité, la répartition, en tout cas en termes de production alimentaire et d'accès à l'alimentation. Et donc voilà, il y a 10 principes fondamentaux qui sont ce cadre politique qui permet d'atteindre l'objectif d'une société durable autour d'une alimentation de qualité. Et après, dans le travail qui a été mené, en fait, il y a 6 principes que sont l'autonomie, la répartition. Alors après, je peux détailler des choses ou s'il y a des questions, vous irez voir notre site sur l'agriculture paysanne. Mais donc ces principes-là sont comme des grilles d'analyse en fait qu'on peut utiliser sur sa ferme pour analyser ses pratiques agricoles ou son insertion dans un territoire, sa commercialisation, etc., pour trouver des marges de manœuvre. Mais c'est pas un jugement, c'est pas un label, c'est vraiment une marge de progression et surtout collective, en fait, pour s'inscrire dans une dynamique collective en lien avec la société pour
pour atteindre une agriculture qui soit respectueuse du vivant, qui soit respectueuse des autres paysans de la planète, et puis évidemment des gens qui consomment, et je dirais même que le mot consommation presque sort un peu de là, parce que c'est plutôt voilà, les gens qui mangent les productions alimentaires qu'on produit. Et un des éléments donc importants aussi, et on y reviendra, c'est évidemment, il faut que à la fois les personnes puissent accéder dignement à l'alimentation qu'on produit, et que cette production soit de qualité, mais il faut aussi que les paysannes et les paysans puissent en vivre. Et ça, c'est aussi un des points forts de ce projet qui m'intéressait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de toujours travailler dans ce sens-là. Après, j'ai pas atteint la perfection de l'agriculture paysanne, mais c'est ce qui me conduit et c'est ce qui m'a mené aussi à lutter, comme vous, à l'APREM, avec un certain nombre d'autres organisations et un certain nombre de collègues. Voilà, parce qu'on trouve aussi cette force dans l'agriculture paysanne, c'est qu'il y a un grand réseau et que c'est ça qui booste aussi, je pense. Super, merci beaucoup pour cette présentation de l'agriculture paysanne. On voit dans ce que tu expliques que le choix de l'agriculture paysanne, c'est un choix en fait de société, comme tu le disais, et que j'ai l'impression que les choses importantes, c'est à la fois offrir une alimentation de qualité, sortir des modèles d'agriculture industrielle qui dépendent du capitalisme, etc. Et ce que tu évoquais un peu rapidement, essayer d'allier tout ça avec une juste rémunération des paysans. Et donc tu le disais un petit peu aussi, il y a aussi la question de pour qui on choisit de produire l'alimentation, et c'est là que ça se rejoint avec l'APREM, où pour qui on va fournir une alimentation de qualité. Et donc j'en viens à ma question, quels seraient les moyens de rendre les produits de l'agriculture paysanne accessibles à tous, selon toi? J'ai pas la solution. On a des pistes, en tout cas, on estime qu'il y a il y a des moyens d'y parvenir, mais ils sont plutôt d'ordre politique, en fait. C'est-à-dire que ces moyens, si on veut les mettre en œuvre, il faut faire certains choix politiques. Et je pense que je vais pas forcément rentrer dans le détail, déjà parce que j'estime que je suis pas experte. J'ai appris au fur et à mesure, déjà de mon parcours, en étant passée donc d'un autre corps de métier à celui du métier de paysanne, et puis parce qu'aussi j'ai découvert en fait dans les dernières années quel système par exemple de l'aide alimentaire s'inscrivait dans le système de production agricole, et en fait pour moi ça a été un choc et j'ai pas encore tout compris et je maîtrise pas tous les chiffres, mais en tout cas ce que je pense que je peux dire, c'est un petit peu les revendications que porte la Confédération paysanne dans ce cadre-là, enfin dans ce but-là, pour faire en sorte justement qu'on sorte de cet état d'esprit où l'agriculture et l'alimentation de qualité, donc reconnue par un certain type de label, ou seraient des niches accessibles uniquement à des gens qui en ont les moyens ou qui en font le choix. Et en fait, je voudrais juste rappeler, on en a déjà un peu parlé avec les collègues de l'APREM, là, mais globalement, moi, sur un projet associatif dans lequel j'ai pu participer en tant que paysanne, donc ça s'était porté par un réseau de développement qui s'appelle le réseau CIVAM, un réseau de paysans. C'était justement sur la question de l'accessibilité, et j'ai découvert donc il y a une grande frange de la population en France qui subit son alimentation, en fait, qui n'a pas le choix. Ça représentait il y a quelques années 12 millions de personnes vivant sur ce territoire, mais donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien plus, puisque comme on l'a dit, la crise sanitaire a engendré une crise sociale beaucoup plus importante. Et en fait, il nous semble que la situation d'urgence de l'aide alimentaire, elle est acceptable, elle est nécessaire. C'est-à-dire que quand il y a une urgence, il faut un remède d'urgence. L'aide alimentaire, on ne la remet pas en cause. Mais simplement, pour sortir faut pas rendre l'urgence chronique, ou le moyen de résoudre l'urgence comme un moyen qu'on prolonge comme le moyen habituel. Et donc, nous, on estime que, à la Confédération paysanne, et puis lorsque j'ai travaillé dans ce projet, ce qui se rejoignait, c'est que il y a des questions d'adéquation entre les politiques alimentaires et les politiques agricoles, et qu'aujourd'hui, il y a une forte contradiction entre les objectifs de la politique agricole qui mène à une agriculture industrielle, qui fait qu'il y a de moins en moins de paysannes et paysans, en fait, et qui sont conduits dans l'impasse de produire une alimentation de masse à bas coût, et de basse qualité, en fait. Et c'est pas digne pour les paysannes et les paysans. Et donc, c'est pas digne pour les personnes auprès desquelles sont écoulés ces stocks. Mais c'est un vrai marché.
Donc c'est terrible à dire et c'était un constat qui faisait vraiment mal au cœur quand j'ai découvert tout ça. Mais je me dis, maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on travaille à cette question-là. Et donc ce qu'on porte à la Confédération paysanne, vraiment, c'est l'idée qu'il faut une cohérence entre de politique agricole et alimentaire. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a porté pour la réforme de la PAC, avec d'autres organisations et surtout des forces issues de la société civile. Mais après, je perds le fil. Mais voilà, il y a peut-être différents mécanismes qui existent. Et je sais que donc la précédente table ronde, c'était sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça, c'est un exemple typique pour bien comprendre que l'idée, ce serait, comme on l'a dit avant, que l'alimentation, en fait, redevienne centrale dans la société et pas juste à la marge quand on a les moyens ou quand vraiment ils ont faim, on leur donne quelque chose qui n'a pas coûté cher à produire. Et voilà, c'est moche à dire. Hein. Je pense que je choque des gens en disant ça, mais c'est un petit peu ce que j'ai compris du système global dans lequel on est. Et donc, il s'agit vraiment d'un choix politique, d'adéquation des politiques publiques. Et si les politiques publiques ne permettent pas, en fait, de prendre en compte les choix ou on va dire les besoins ou les demandes de la société, donc nous, on prône à la Confédération paysanne une politique de la demande et pas une politique de l'offre, en fait. C'est-à-dire que pas faire en sorte qu'il y ait juste des marchés où ça se passe bien, mais faire en sorte qu'en fait, les gens qui mangent, on puisse répondre à leurs besoins et de manière équitable. Et à la fois tout en respectant effectivement les conditions de travail aussi des paysannes et paysans qui produisent. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est de resituer ça dans une démarche de socialisation en fait. Donc on met en commun et puis on choisit en commun. Et donc ça replace aussi en fait l'importance de la démocratie alimentaire. Et donc, ça serait le moyen, mais donc avec différentes solutions possibles, mais celle de la sécurité sociale de l'alimentation, elle me semble assez avancée et intéressante. Surtout, je pense qu'elle est facile à s'approprier, puisqu'on a une référence qui est la branche santé avec la sécurité sociale, santé ou vieillesse. Donc, on a une capacité collective à se rattacher à ce projet et imaginer qu'on remette l'alimentation et donc la production agricole en lien dans ce type qui est en fait donc une solution pour rendre accessible l'alimentation de qualité à tous et toutes, mais qui est surtout donc l'illustration d'une politique qui serait cohérente entre la demande de la société et puis surtout la politique de production agricole et de fourniture de l'alimentation. C'est un peu complexe, j'ai donné quelques pistes et puis je répondrai à plus s'il faut. Merci Virginie. C'est complexe, mais c'est complet. On voit dans ce que tu dis que c'est vraiment une affaire qui peut être politique. Finalement, tu parlais de l'adéquation entre politique agricole et alimentaire et de l'exemple de la sécurité sociale de l'alimentation. Je te remercie d'en reparler parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué dans une table ronde ici. Et puis, ce qui est important à noter et qui peut faire le lien avec l'après-midi, c'est que tu parles justement de la difficulté qui peut exister chez les classes populaires ou précaires à accéder à une alimentation de qualité, et c'est là que se situe le problème et que justement l'après-midi essaie d'y répondre. Et justement, vous à l'après-midi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes approvisionné, comment est-ce que vous essayez d'avoir accès à une alimentation qui provienne de l'agriculture paysanne ou de production locale, voilà, comment en fait vous conciliez l'aide alimentaire que vous faites avec une alimentation locale, paysanne, bio, etc. Alors, nous, déjà, il faut différencier deux choses. C'est l'événement du 19 décembre qu'il y a eu où là, on a cuisiner des burgers végétariens et locaux à prix libre. Donc là, on a essayé de s'approvisionner un maximum avec des produits locaux et bio pour les rendre accessibles via le prix libre. Mais pour ce coup-là, on a fonctionné beaucoup et essentiellement par dons. Je pense que la moitié de notre approvisionnement, c'était des dons. Et donc différencier ça de cet événement du quotidien à l'après-midi, à la plateforme d'entraide, où là, les denrées alimentaires, on reçoit uniquement des dons. Et donc là, effectivement, on fait avec ce que les gens veulent bien nous donner et malheureusement,
On n'est pas sur du bio ni forcément du local. Et moi, ce que j'ai pu observer de 3 mois passés ici, et notamment pour l'organisation du 19 décembre, c'est aussi qu'on manque cruellement en fait d'offres paysannes dans le coin. À Marseille, on a 3 fermes pédagogiques, donc déjà ça reste des fermes pédagogiques, donc qui n'ont pas vocation à produire pour la ville, mais elles sont déjà surchargées de demandes. Donc selon moi, pour rendre accessible, déjà il faut une certaine production et encourager et développer l'installation de paysans partout, hein, pas forcément qu'en ville, mais surtout pas en ville. Voilà. Et après, effectivement, la question, elle est foncièrement politique et on est sur des choix d'investissement et on est sur la question de l'emploi. Donc, peut-être voir du côté de l'installation des jeunes paysans. Et là encore, pas tomber aussi dans le travers du bio productif et industriel. Enfin, la question est bien complexe, mais en tout cas, on essaye de faire du lien avec les paysans du coin ou de l'arrière-pays marseillais, et notamment vers Malmort, où je crois qu'ils sont rattachés à la Confédération paysanne, si je me trompe, où là, voilà, c'est un groupement de paysans qui essayent de réfléchir qui ont pour valeur la solidarité et l'entraide. Donc, on a cette chance d'avoir ces gens-là et on les remercie beaucoup. Et voilà, et nous, le travail des prochains mois, ça va être aussi de créer du lien avec ces gens-là. Et on a même aussi commencé à monter des petites équipes de 10-15 personnes, de citadins, jeunes et motivés, on organise des petits chantiers le week-end pour aller aider aussi les agriculteurs qui sont souvent un peu en difficulté et voilà, et c'est aussi pour l'entraide, c'est des deux côtés, quoi. Nous, on va venir vous aider dans vos travaux et dans les champs, et puis en contrepartie, on a aussi des denrées alimentaires qui nous arrivent sous forme de dons, de tarifs solidaires. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de visibiliser un petit peu ce lien et cette interdépendance qu'on a entre ces différents territoires. Et je me permets de rajouter à ça un projet de fond sur lequel on est en train de travailler et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'agriculture urbaine qu'on est en train de faire nous-mêmes de nos propres mains. Aux alentours de l'après-midi, j'aimerais bien vous montrer maintenant, on n'a pas de lumière dehors malheureusement, mais on avait un trottoir qui entourait, c'est tout bétonné, on est sur un espace qui est tout gris, et un jour on a entendu cette petite idée, mais les gars, si on mettait un petit peu de nature ou un petit peu de vert ici, et on s'y est mis. Et vraiment, c'est impressionnant de voir ce que ça peut donner lorsque des personnes sont ensemble et se disent, allez, on s'y met. Et tout le trottoir aux alentours, on a enlevé le béton, on a rajouté de la terre, du purin, du paillage. Et aujourd'hui, on a 3 pommiers, 2 avocatiers, un cognacier, 2 poiriers, des tomates, des poivrons, de la coriandre, des petits pois. Enfin, je perds le fil tellement il y en a. On est en train de planter sur ce qui était hier un trottoir, cette denrée alimentaire-là, ici, locale, qui plus est très symbolique parce que les graines ont germé depuis des ateliers qu'on a fait avec des enfants. Les enfants ont planté eux-mêmes cet arbre-là sur ce qui était à la base un trottoir. Quand il va grandir, ils vont s'amuser dessus, quoi. C'est très symbolique, cette réappropriation de l'espace urbain. Et tout ça, on le fait pousser. On a, par exemple, 400 plants de salade bio qui nous ont été offerts par une ferme locale, qu'on est en train de faire pousser. Et tout ça, ça va être redistribué, comme on l'a dit au début, aux personnes qui en ont le plus besoin. Là où il y a un écart de prix terrible en supermarché entre des denrées qui vont être saines et qui vont être bio, locales, etc., et des denrées premier prix, eh bien nous, on va se focaliser sur la personne qui en a le plus besoin en priorité, dans les colis alimentaires qui sont donnés gratuitement tous les lundis. Dès que ça aura poussé, seront présents des salades bio cultivées à moins de 40 mètres du point de distribution, de saison, et fait en plus avec un amour qui donnera un goût incroyable à cette plante-là. Et tout ça, en fait, c'est une manière de montrer que ces projets qui sont dans une politique au sens large peuvent reprendre de leur noblesse et redevenir des projets politiques au sens des personnes qui font ensemble. Et c'est un peu toute la démonstration qu'on fait au quotidien par ces plantes qui reprennent leur place sur le bitume ou parce qu'on se construit ensemble sur tout le reste. Quand on est ensemble, c'est possible, et ces liens-là, ils sont à fortifier, quoi.
Super, on sent que tu es passionné quand tu nous en parles, Sylvain, c'est génial. Et ce que je trouve top, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qui ressortent dans le projet de l'après-midi. C'est que déjà, vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup forcément d'offres paysannes, mais vous essayez quand même déjà de tisser des liens avec les agriculteurs alentours. Enfin, vous êtes vraiment dans cette démarche. Et puis, d'un autre côté, vous essayez d'inclure vraiment les populations qui sont dans le quartier autour, de les faire participer, et du coup ça participe à cette réappropriation de comment on s'alimente, comment on va faire avec ce projet d'agriculture urbaine. C'est vraiment top. Et je ne vois pas comment bien faire la transition avec ma question d'après, mais je voulais revenir vers toi, Virginie, pour te demander, on en a un tout petit peu parlé, mais dans tout ça, finalement, là, on a beaucoup parlé de comment accéder à l'alimentation, on n'a pas trop parlé du côté des paysans, comment concilier l'accessibilité à une alimentation de qualité et une juste rémunération des paysans. Je crois que c'est une des choses sur laquelle la Confédération paysanne travaille aussi. Est-ce que tu peux nous apporter des éléments de réponse ? Oui. En tout cas, appuyer cette notion importante que pour qu'on maintienne une offre alimentaire, donc il faut une production agricole, et donc il faut des paysannes et des paysans nombreux, comme l'a souligné Lucie. Et en fait, effectivement, ça passe par un métier qui rémunère, ou en tout cas une profession digne. On n'a pas le sentiment de s'endetter toute sa vie durant, de s'appauvrir au fur et à mesure, sans pouvoir produire de la manière dont on le souhaite, ou pour le public pour lequel on souhaite. Mais en termes de levier, il y a on a beaucoup de revendications à la conf qui sont de différents ordres, et puis qui passent notamment par les différentes les politiques publiques dans lesquelles on a appuyé en fait le besoin que les professionnels reprennent du pouvoir dans la négociation des prix et dans la rémunération de leur travail. Mais voilà, il y a un petit peu des forces invisibles et difficiles à contraindre, plus que ce qu'on a fait jusque-là. Après, il faut qu'il y ait sans doute une prise de conscience globale de la société. Et mine de rien, ce qui ressort des initiatives comme l'après-midi, c'est effectivement cette réappropriation de la compréhension du système dans lequel on est toutes et tous, en fait. Et l'agriculture, c'est souvent un domaine qui est cloisonné, qui est un peu à part, avec un jargon spécifique qui est en général loin des villes, donc c'est parfait pour ne pas s'en mêler, en fait. Et je me permets de dire ça justement parce que je n'étais pas du milieu agricole au départ, et c'est vrai que ça, du coup, c'est difficile de comprendre, et c'est difficile ensuite d'aller porter des revendications quand on est de moins en moins nombreux. C'est un petit peu ce qu'évoquait Lucie aussi, il n'y a pas tant d'offres agricoles parce qu'en fait, les paysans disparaissent réellement. Il y a une chute incroyable. Enfin, en tout cas, par exemple, moi, c'est de manière générale, c'est comme ça, mais en 30 ans, on a perdu la moitié des fermes. Et donc, par exemple, sur un territoire comme le mien qui est très peu peuplé, ça se voit. C'est-à-dire que la population, elle disparaît. Ça pose des questions de vie dans les territoires, mais aussi, effectivement, de comment on peut nourrir la population, en fait. Sachant que la politique agricole européenne a spécialisé l'agriculture selon les régions, et que donc il y a des régions où, en fait, il y a plus tellement d'offres complète pour la population même de la région ou du territoire, en fait, en quelque sorte, et que en fait, parce que ça s'est tellement spécialisé que quand fait que des céréales, on peut pas manger que des céréales, quoi. Et puis j'essaye de traduire un petit peu, mais sur la question du revenu, moi je suis pas spécialiste, mais en tout cas c'est vrai que, je suis pas spécialiste, c'est pas forcément ce sur quoi je travaille le plus à la conf, et donc je voudrais pas raconter des bêtises. Je dis juste que c'est par des leviers en fait d'ordre de construction des prix. Donc c'est des choses qui sont évoquées des fois quand vous entendez par exemple lorsqu'il y a eu les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim. En fait, on n'est pas content de ce qui en est ressorti, mais sur ce travail, on a essayé de farouchement défendre le fait qu'il faut reprendre du pouvoir, en fait, quand on est producteur. Mais voilà, il y a des lobbies et il y a des contraintes donc pour l'instant, les forces qui sont les nôtres ne parviennent pas à contrer complètement. Donc ça,
voilà, on avance, mais on n'obtient pas forcément encore ce qu'on voudrait. C'est ce qui fait aussi que beaucoup des paysannes et des paysans aujourd'hui sont forcés d'arrêter. Enfin, en fait, il y a un système dans lequel parfois on ne trouve plus de solution. Donc l'agriculture paysanne en est une, hein, on revisite un peu sa réflexion, on essaie de sortir d'une impasse, mais quelque part ce serait à l'État, en fait, aux politiques publiques d'aller amener plus d'espoir et sortir les gens de l'impasse, puisque c'est en fait des choix d'ordre de ce qu'ont fait les dirigeants politiques de l'État qui ont mené en fait les paysannes et les paysans à se retrouver dans cette situation-là. C'est une impasse dans laquelle on a mis les gens et dont on ne peut pas exiger qu'ils ressortent individuellement. Parce que la question du revenu, elle est beaucoup liée à ça, en fait. Elle est beaucoup liée à, effectivement, le surinvestissement, ensuite, comment on écoule sa production, et si on ne peut faire de la valeur ajoutée, et donc qu'on retrouve en fait une rémunération qui non seulement subvienne aux frais qu'on a engagés, au travail qu'on a mené, mais ensuite qui valorise, où notre produit est valorisé au point qu'on a une rémunération et qu'on gagne quelque chose pour son propre épanouissement. Mais c'est un peu ça le principe de l'agriculture paysanne, c'est justement retrouver une certaine capacité à réfléchir collectivement et retrouver de l'autonomie. Alors c'est de l'autonomie décisionnelle, mais c'est aussi pour avoir de l'autonomie technique et puis financière, parce que c'est vrai que quand on doit dépenser beaucoup pour beaucoup investir dans la terre, dans le matériel, ensuite dans les semences, dans les produits, etc. Si ensuite on vend à bas coût un gros volume, en fait on ne s'en sort pas. Enfin grosso modo c'est ça l'idée, mais par contre évidemment on n'est pas non plus pour que on ne vende que, voilà, c'est ce que je disais avant, on peut vendre à des très riches, très chers, quelque chose qu'on a soigné, où on a peu investi au départ et on s'en sort bien. Mais en fait, on ne peut pas faire ça, ça nourrit pas tout le monde. Donc c'est comment les politiques publiques doivent être cohérentes pour arriver à répondre aux besoins alimentaires tout en préservant les ressources, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais on est bien sur une question aussi d'éviter d'accroître des pollutions, de préserver la ressource en eau, sachant qu'il ne pleut presque plus par endroit, et que, enfin, notamment chez moi, il y a de moins en moins de neige, donc il y a de moins en moins d'eau et beaucoup de sécheresse, enfin c'est chronique. Et toutes ces questions de préservation des ressources, elles sont aussi vraiment importantes dans les choix de production. Et donc, ça re-questionne aussi la question des gros volumes et de l'industrialisation. Mais c'est un petit peu... En fait, il y a des mécanismes communs d'appauvrissement, j'allais dire, des sols et des paysans, mais en plus qui rejoignent, enfin, c'est-à-dire concomitants, mais qui sont peut-être dus aux mêmes raisons, et communs, des mécanismes communs d'appauvrissement de la population paysanne et surtout en général la population. Et donc, je n'apporte pas ici de solution, mais ce qui est certain, c'est que c'est un point important. On lutte contre la marchandisation du vivant et la marchandisation de l'alimentation. On pense que l'alimentation doit nourrir, mais par contre, on pense que ceux qui produisent ne doivent pas rester pauvres et ne doivent pas justement être contraints eux-mêmes dans leur alimentation. Donc, quel système pourrait permettre que les paysans puissent gagner leur vie en faisant leur métier dignement. Il y a quand même cette question du capitalisme qui est en jeu. Et donc, quand on a des solutions comme la socialisation de l'alimentation, ça résout un peu tous les problèmes en même temps. C'est comment on met ensemble les choix de comment on produit, avec une certaine marge de manœuvre, mais où on se fixe un cadre dans lequel on peut produire, dans lequel on inscrit aussi pour qui, et voilà, et on maintient une qualité. Alors ça, après moi je suis pas spécialiste de ce projet-là, mais je pense que c'est une des solutions. Et puis je voudrais revenir sur juste la question de l'installation, parce qu'effectivement, moi je suis plus spécifiquement impliquée dans le réseau associatif qui est en lien avec la Confédération paysanne et qui est une fédération d'associations de développement de l'emploi agricole et rural et qui vise justement à accompagner l'installation des nouvelles paysannes et nouveaux paysans, en fait, parce que c'est plutôt un nouveau public qui veut devenir paysan aujourd'hui, et tant mieux, puisqu'on en manque beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu aussi l'histoire de l'œuf et de la poule, enfin, c'est-à-dire que là, on sait bien qu'on réfléchisse à comment produire, pour qui. C'est vraiment très important qu'on puisse sortir des situations d'urgence et faire en sorte qu'il y ait une alimentation de qualité qui soit accessible. Mais c'est vrai qu'au départ, si on n'a pas de force vive dans les territoires ruraux pour produire, on est quand même un peu mal. Donc c'est aussi très important effectivement de trouver une manière de faire plus
faire plus de messages autour de ce besoin d'aller tous faire de l'agriculture. Et puis, je remercie Lucie justement pour avoir expliqué comment, de votre côté à l'APREM, vous avez aussi pris conscience quelque part des difficultés ou des impasses dans lesquelles parfois les personnes impliquées dans les fermes se retrouvent en fait avec des difficultés économiques ou techniques, avec une surcharge de travail. Et donc je dois dire que c'est vraiment remarquable de faire ce commentaire alors que vous-même vous avez déployé une énergie folle à apporter de la nourriture vraiment aux plus démunis là dans cette crise et à déployer beaucoup de moyens pour inventer plein de solutions. Donc je trouve qu'en plus d'avoir pris en compte la situation des paysans, c'est super, mais ça témoigne que justement il faut plus de passerelles entre la société et les paysans. Et voilà, je m'arrête là, il y a encore plein de trucs à dire, mais merci. Merci beaucoup Virginie pour tout ce que tu apportes. On voit que tu parles en fait de nécessité de faire des choix de société à la fois pour rendre l'alimentation plus accessible et en même temps que ça se fasse dans de bonnes conditions pour les paysans. Et finalement, moi, ça me fait me poser la question de l'échelle à laquelle il faut que ça se passe, parce que tout à l'heure, on parlait de la sécurité sociale de l'alimentation, qui serait un projet plutôt à grande échelle nationale qui permette à tous d'accéder à l'alimentation comme d'un besoin de première nécessité. Mais on voit aussi que du côté de l'APREM, c'est plutôt de l'entraide alimentaire à petite échelle. Est-ce que vous avez un avis sur ça, sur est-ce qu'il faut qu'on encourager plein de petites initiatives comme l'APREM avec de l'entraide à petite échelle? Est-ce qu'il faut partir à fond sur des ambitions politiques à plus grande échelle? Je sais pas, je vous laisse répondre à la fois Lucie, Sylvain, Virginie, si vous avez un avis là-dessus. Je tente une réponse un petit peu rapide. Nous ici, on a cet avantage quand on parle de politique grande échelle, petite échelle, etc. Sur 3 mois quasiment à temps plein ici, je me souviens pas avoir eu une seule discussion politique où on parlait avec des mots, parce que la politique on l'a fait de nos mains. Je sais pas si c'est la solution. Je pense pas que quelqu'un ait la solution miracle, mais en tout cas, je me rends compte que après des années de militantisme à parler, quand on prend de nos mains une pelle pour aller enlever un peu de bitume pour mettre une plante à la place, quand on remplit un sac et qu'on le donne à une personne et qu'on reçoit ne serait-ce qu'un sourire en échange, déjà on fait de la politique et en plus on se fait du bien à nous-mêmes en plus d'en faire aux autres. Faire de la politique, c'est aussi agir sur le terrain, et c'est pas parce que on le fait à l'après-midi ou parce qu'on le fait dans un champ ou parce qu'on le fait à ceci. On fait tous de la politique au quotidien en menant nos actions, en essayant d'aller dans le bon sens chacun dans nos activités. Donc, à mon sens, la politique, elle se fait dans cette idée-là que d'agir pour aller dans le bon sens. Et je me permets juste une parenthèse. Tu parlais, Virginie, tout à l'heure des passerelles à construire. Sachez que ce soit toi Virginie, toi Caroline ou toutes les personnes qui peuvent écouter ça, les passerelles, on a très très envie de les construire avec tout le monde. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus pour venir boire un café et échanger avec nous sur ce qui est possible de faire. Ce sera avec plaisir. Et puis, merci pour ce que tu dis sur le politique. On le fait dans nos actes de la vie de tous les jours. Je te rejoins là-dessus complètement. On peut le faire aussi par nos choix. Il est 20h21. Du coup, je vous propose qu'on passe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette question, peut-être Virginie ou Lucie? Ouais, je rebondis sur ce qu'a dit Sylvain. Déjà, merci, c'est vraiment chouette cette proposition de passerelle, et moi je la saisirai volontiers. On a envie d'être un peu partout. Alors, je suis un peu loin, mais j'essaierai bien. En tout cas, ça serait bien de se voir et de continuer d'échanger sur toutes ces questions riches et puis surtout très humaines, et c'est ça qui est chouette. Mais alors, sur ta question, Caroline, à quelle échelle agir? En fait, je pense que on a besoin de toutes les échelles. Enfin, moi aussi, j'oscille régulièrement entre est-ce que vaut mieux que vraiment je produise beaucoup mieux et plus sur ma ferme pour plus de monde, ou est-ce que il faut que je porte de l'énergie dans mon syndicat et dans les associations en lien avec ce projet d'agriculture paysanne. En fait, donc ça c'est à titre personnel, mais je vois aussi qu'on a besoin d'initiatives pour nourrir nos réflexions,
pour porter des propositions de politique en fait. Et donc ça va pas c'est-à-dire on peut pas faire un choix, l'un va pas sans l'autre. Et je pense que l'énergie, elle vient aussi du faire ensemble sur le terrain. Et je pense pas qu'on puisse que être dans la tête et dans les revendications si on n'est pas tous ensemble aussi, ou en tout cas reliés à des initiatives de terrain. Donc pour moi, on doit agir à tous les niveaux et on a besoin de tout le monde. Super, merci. Du coup, je propose qu'on passe aux questions que les gens nous ont posées. Justement, il y en a une qui fait un peu écho à ce que tu as dit. C'est est-ce que vous pensez que l'agriculture urbaine et l'agriculture paysanne peuvent permettre de reconnecter la population avec la façon dont est produite notre alimentation, voire créer des vocations peut-être? C'est Morgane qui nous pose cette question. Vous avez déjà un petit peu répondu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je dirais juste j'espère, en tout cas, Morgane, j'espère, oui. Ok, je peux vous poser d'autres questions qui ont été faites. Alors, on avait Antoine qui nous demandait le projet de l'après-midi est hyper inspirant. On a envie de voir ce genre d'initiative de partout. Et pour se rapprocher des paysans, auriez-vous des conseils ou des retours d'expérience pour lancer d'autres projets de ce type? Alors, les conseils, on n'a pas forcément de recettes magiques, mais par contre, on a des retours d'expérience, ouais. C'est vraiment cette magie de ce qui est possible quand on est ensemble, et qu'on se donne les moyens de nos ambitions. C'est oser tester. C'est d'oser aller au culot, démarcher quelqu'un qui pourrait avoir la même idée que nous. C'est demander sur Facebook qui a une graine et qui a un terrain. C'est essayer de se connecter de personne à personne et en fait s'ouvrir sans forcément. Il y a des organisations, il y a des associations, il y a un tissu associatif qui est dense et monstrueusement complet sur l'échelle du territoire. Il y a aussi plein de personnes qui ont la volonté de changer les choses. Et en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul à vouloir changer les choses et la lutte syndicale qui a eu lieu ici dans ce restaurant McDonald's, c'est vraiment cette histoire-là de personnes qui ont subi le rouleau compresseur du système McDo et qui un jour ont lu leurs droits et se sont organisés à la base pour faire autre chose avec ce restaurant, à la base en faisant un modèle social différent. Et puis aujourd'hui, plus de 25 ans après l'ouverture du restaurant, 28 ans après l'ouverture du restaurant, se retrouve à créer une alternative crédible au système parce que il y a eu cette volonté d'agir ensemble et de reprendre le pouvoir sur notre destinée individuelle. Donc c'est le seul retour d'expérience, c'est essayons, franchement faisons et parce qu'on est ensemble on rendra les choses possibles quoi. Yes, super. C'est super motivant ce que tu dis, c'est très très chouette. Et je passe à une autre question de la part de Catherine qui dit: étant dans le Gers, on aimerait avoir des contacts pour participer au mouvement. Pour l'instant, pas de réponse concrète à nos demandes. Donc c'est plus pour vous passer le message. Je pense que c'est sûrement quelqu'un qui fait de l'agriculture aussi. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, sinon je peux passer à une autre question. Le message, c'est à l'après-midi ? Je pense. C'est avec plaisir qu'on recevrait de l'aide depuis le Gers. Mais après, c'est vrai que on peut pas refuser. On accepte toute aide, mais c'est vrai qu'on essaye de faire comme on peut avec les petits bras qu'on est, mais oui, non, on n'a pas vu passer le message de écoute pas. Désolée, Karine, et puis on va aller checker ça. Comme ça, le message est passé, vous êtes au courant. On avait une autre question d'Antoine. Sylvain parlait d'agriculture urbaine. Marseille est une ville avec beaucoup d'espaces disponibles par rapport à Lyon ou Paris, par exemple. Est-ce que ces espaces devraient être utilisés au maximum pour de l'agriculture? Est-ce que cela a un réel impact en termes de quantité sur la résilience alimentaire de la ville? Alors, oui, grand oui, ces espaces devraient être plus utilisés. On compte sur l'aide de Virginie, même si elle nous a pas dit oui de suite, pour nous donner les techniques pour organiser tout ça. Mais oui, chaque espace vacant est un espace qui peut potentiellement produire de la nourriture, participer à la résilience alimentaire et surtout marquer dans les actions, ce lien entre le social et l'écologie qui est parfois dit dans les mots.
ici et maintenant en plantant une plante qui, je ne la mangerai peut-être pas moi, quelqu'un va manger la courgette que j'ai plantée, et ben ce sera une courgette qui sera mangée gratuitement, on n'aura pas eu besoin d'un billet pour ça, et elle fera du bien à la personne qui la mangera. Donc oui, chaque espace qui est là, si vous avez des graines, jetez-les. Si vous savez pas comment faire, appelez Virginie et dites-lui de venir nous aider et on fera ça ensemble. Mais dans tous les cas, ouais, chaque espace vacant est un endroit à cultiver, quoi. Et puis, ça fait le lien aussi avec la question de tout à l'heure. Est-ce que ça peut susciter des vocations? Oui, moi, je pense que foncièrement, il faut ramener de l'agriculture en ville pour aussi montrer aux gens ce que c'est, d'où ça vient. Enfin, voilà, après les saisons, en ville, on est quand même déconnecté de tout ça. Donc, ça ne peut qu'être bien de revoir un peu de culture d'agriculture en ville. Super. On peut prendre la dernière question qu'il y avait, puis après on pourra conclure. Il y en a une qu'on n'avait pas encore posée d'Antoine qui était: est-ce que finalement il n'y a pas un cercle vicieux entre investissement, endettement et agrandissement des fermes? Plutôt pour toi, Virginie, je pense. Oui, bah oui, forcément. Ouais. On a beau l'avoir critiqué ça, en tout cas du côté de la conf, ça fait longtemps qu'on dit 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Donc c'est exactement ça. Et puis moi, même dans mon village, même des gens qui sont pas, en tout cas pas adhérents à la Confédération paysanne, peut-être au fond d'eux-mêmes sympathisants, mais ils voudraient pas que leur ferme elle parte aux voisins, parce qu'ils ont bien vu au fur et à mesure que du coup c'est pas tant contre le voisin, c'est qu'ils ont bien vu que dans mon village, il y a 50 ans, il y avait 2 petites écoles avec plein de monde dedans, puis que maintenant il faut aller à l'école qui a 10 km et il y a de moins en moins d'enfants dans cette école. Donc ils voient les répercussions sur comment ensuite on est chargé de produire, parce que voilà, on court avec son gros tracteur et sa grosse machine, parce que le terrain est, enfin voilà, les terres sont agrandies et la surface est énorme, et on court. Et puis le pays se dépeuple, et puis on n'est pas forcément satisfait exactement de la marge de manœuvre, de choix qui se restreint dans ce type d'impasse dans laquelle on est. Donc ouais, c'est un cercle vicieux. Après, je pense qu'on peut briser ce cercle, mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi des notions qu'il faut pouvoir partager, parce que voilà, quand on disait c'est quand même fou qu'il n'y ait pas assez d'offres agricoles autour de Marseille, pour pouvoir envisager peut-être de produire plus d'agriculture pour les gens en local, plus d'alimentation, ouais, mais le problème, il est là, effectivement, il est qu'il y a une tendance des politiques actuelles, des politiques publiques qui va favoriser l'agrandissement au détriment de favoriser l'installation de nouveaux paysans. Voilà, il y a ce problème d'accès au foncier, du fait que quand on n'a pas de moyens, c'est difficile d'aller acquérir des terres ou des outils de production. Et puis, il y a tout ce côté, quand on n'est pas du milieu, on rencontre tellement d'obstacles en rentrant dans ce milieu. Il y a déjà l'obstacle technique, de pouvoir se former, etc., que on peut vite baisser les bras. Donc, faut rentrer dans des réseaux. Et puis après, c'est ce qu'on disait avant, des initiatives de terrain, il faut que émane quand même une force de revendication politique, parce que sinon, il y a ce type de bulldozer de politique qui viennent en fait outrepasser tous nos efforts du terrain, en permettant qu'on aille accroître la taille des fermes et des investissements, plutôt que en fait le nombre de paysannes et paysans avec le nombre de gens heureux qui vont manger des beaux produits. Merci Virginie pour ce que tu rajoutes. Et en fait, il y a une question que j'avais pas encore posée, que j'avais pas vue, et on a un petit peu dépassé, mais je pense qu'elle vaut le coup. C'était... Attendez que je la retrouve. Vous avez souligné l'importance de la politique sur la question de l'alimentation et de l'aide alimentaire. Est-ce que vous avez eu le soutien des élus locaux à Marseille pour monter l'après-m? Ouais, ça va vite. Alors, l'après-m est un projet qui est issu d'une lutte professionnelle et de la volonté de personnes. Ce sont qui que ce soit, les personnes qui sont venues, ce sont des êtres humains qui ont proposé d'offrir leur aide et d'offrir leur temps, leur énergie pour un projet. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière qui n'est possible que grâce à la lutte syndicale et professionnelle, qui est un moment où l'après-m est en train de se pérenniser, de travailler à sa reconstruction. On est actuellement en négociation, les locaux ne nous appartiennent malheureusement pas, ils appartiennent encore à McDonald's France. On est en négociation avec McDonald's France par l'intermédiaire de la ville de Marseille, qui assure ici un rôle de médiation. On a eu
On a eu l'opportunité de croiser le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, qui nous a assuré de belles promesses de soutien. Alors aujourd'hui, ça reste des mots. Le seul soutien qu'on a pour le moment, c'est ceux des personnes solidaires. On délivre chaque semaine entre 850 et 1200 colis alimentaires, entre 300 et 500 plats chauds qu'on distribue en maraude. Tout ça, ce ne sont que des dons. Des personnes qui soit donnent 1 euro sur notre cagnotte en ligne CotiseUp, soit viennent avec leur voiture et des denrées alimentaires dans leur voiture, ou des restaurateurs qui ont des dates courtes et qui nous les distribuent. Mais en tout cas, on n'a jamais reçu un paquet de pâtes ou un paquet de riz de la part des pouvoirs publics. On n'est pas accrédité banque alimentaire, on ne reçoit aucune subvention. Donc le soutien se fait par la parole, et évidemment, on est ouvert à toute forme d'aide, qui que ce soit les pouvoirs publics, les institutions, les personnes, les privés, les particuliers. Ce sont des personnes qui pourront aider et qui pourront nous aider à aider surtout. Donc il n'y a pas de distinction là-dessus. Oui, juste, je rajouterai une précision. Juste qu'il ne dénature pas, à condition qu'il ne dénature pas le projet. Voilà. Ce qui peut être le cas avec les subventions, et voilà. Très important. Merci pour les éléments de réponse. Tu veux dire, Lucie, il faut que ça reste d'intérêt général et pas un intérêt particulier. Oui, voilà. Parce que souvent, quand on a des subventions, on a des comptes à rendre après. Et bon, voilà, il faut rentrer dans les cases. Ok, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on va conclure la table ronde parce qu'on arrive sur la fin. On a eu des échanges très très riches, donc merci beaucoup à vous trois d'avoir participé. Finalement, on est parti d'une table ronde sur l'accessibilité pour tous et toutes à une alimentation de qualité. Et je trouve qu'on a quand même fini par parler un peu aussi de réappropriation des moyens de s'alimenter, en fait, en général, avec l'implication de la population dans la manière de s'alimenter, avec la reconnexion à une alimentation, une agriculture plutôt locale, l'agriculture urbaine éventuellement. On a pu parler du fait que c'est un système qui permettrait à la fois d'accéder à l'alimentation, mais aussi de rémunérer justement les paysans. Et on voit qu'il y a l'importance de tisser des liens entre les producteurs et les mangeurs, quoi, les personnes qui vont consommer derrière. Donc vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir participé. C'était des chouettes échanges. Je vais remercier aussi ceux qu'on voit pas, mais qui se sont occupés de préparer un petit peu l'événement en amont et de gérer le live en Facebook directement. Donc merci Morgane, merci Tatiana, merci Lucas. Voilà, et merci à tous ceux qui ont regardé et qui ont posé des questions aussi. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir. Merci Caroline. Bonne soirée. Merci Sylvain. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Et puis courage dans les luttes. Force et honneur à tout le monde.